Boeing est en mode survie depuis des années. La crise du 737 MAX, les retards de livraison interminables du 787 et le 767X toujours cloué au sol ont traîné le nom de l'entreprise dans tous les gros titres. Mais maintenant, quelque chose a changé. Discrètement, sans fanfare, le Boeing 797, longtemps évoqué, est de retour sur la table et cette fois, cela pourrait vraiment se concrétiser. Des rapports divulgués, des indices subtils de la part des dirigeants de compagnies aériennes et des murmures au sein de la direction de Boeing pointent tous vers une chose. Un nouvel avion est en cours de développement et ce n'est pas juste une mise à niveau du MAX ou une autre usine de retard. C'est un avion entièrement nouveau conçu pour reconquérir le milieu de marché que Boeing a laissé Airbus dominer. Alors, qu'est-ce que le 787? Que savons-nous? Qu'est-ce qui reste flou? Et surtout, sera-t-il réellement construit cette fois-ci? Rejoignez-nous alors que nous analysons tout cela pour découvrir ce qui est en jeu ici. Depuis plus d'une décennie, les compagnies aériennes ont clairement indiqué une chose. Il y a un vide sur le marché. Le Boeing 737 est trop petit. Le 787 Dreamliner est trop grand. Ce que les compagnies aériennes veulent vraiment, c'est quelque chose au milieu. Un avion économe en carburant pouvant transporter 220 à 270 passagers sur des routes transcontinentales ou des longues distances fines sans la taille, le poids ou le coût d'un gros porteur. C'est le vide que le Boeing 757 remplissait autrefois. Il avait l'autonomie, il avait la performance au décollage et il effectuait des missions avec lesquelles les jets monocouloirs d'aujourd'hui ont encore du mal. Mais Boeing a arrêté la production du 757 en 2004 et ne l'a jamais remplacé. Les compagnies aériennes ont attendu. Boeing a hésité. Airbus est intervenu. Le 321 XLR, qui sera lancé en 2025, est la réponse d'Airbus à la question du marché intermédiaire. C'est un monocouloir allongé avec une portée étendue, une consommation de carburant réduite et un carnet de commandes mondial. Ce n'est pas parfait. Il y a des compromis avec le volume de fret et les temps d'embarquement sont plus lents, mais cela comble le vide. Et pour la plupart des compagnies aériennes, c'est suffisant. Pendant ce temps, Boeing continuait à tergiverser. En 2015, ils ont commencé des études internes pour un nouvel avion de taille moyenne. Le concept était solide, un avion entièrement nouveau avec 2 allées, de nouveaux matériaux et des moteurs de nouvelle génération de taille intermédiaire entre le 737 et le 787. Pendant un moment, il semblait que Boeing allait enfin prendre les devants. Ils ne l'ont pas fait. Au lieu de cela, l'entreprise est entrée en mode de crise après les catastrophes du 737 MAX. Les budgets de développement ont été gelés, l'attention s'est tournée vers la gestion de crise, les dirigeants sont venus et repartis. Le nouvel avion de taille moyenne a été mis de côté, relancé, puis à nouveau mis de côté. Pendant ce temps, des compagnies aériennes comme United, Delta et American continuaient de demander quelque chose de nouveau pour remplacer les 757 et 767 vieillissants. Boeing continuait de dire « Nous l'étudions ». Airbus continuait de prendre des commandes. D'ici 2023, la part de marché de Boeing dans le segment des monocouloirs s'était considérablement érodée. En Amérique du Nord et en Europe, les compagnies aériennes de la région la plus forte de Boeing misaient davantage sur l'A320XLR. Plus Boeing attendait, plus sa fenêtre de compétitivité se réduisait. Le segment du marché intermédiaire n'était plus seulement un vide, il était devenu un territoire perdu. L'ironie, Boeing avait la fidélité à la marque, la capacité d'ingénierie et l'avantage historique pour dominer cet espace. Mais en ne s'engageant pas, ils ont laissé Airbus définir la catégorie à la place. Maintenant, avec les discussions sur le retour du 797, Boeing est peut-être enfin prêt à le récupérer. Mais après des années de silence et de faux départs, l'industrie ne le croira que lorsque l'avion sera réel et en vol. À la mi-2025, quelque chose a changé. Pendant des années, le Boeing 797 n'avait été guère plus qu'un bouche-trou, un nom recyclé du programme NMA mis de côté, évoqué lors des appels aux investisseurs et des interviews de salons aéronautiques, mais sans véritable avancée. Les dirigeants donnaient des réponses vagues. Les analystes ont cessé de poser des questions. Le projet était présumé mort. Mais ensuite est venue la première fuite. En mai, Air Lease Corporation, l'un des plus grands loueurs d'avions au monde, a publiquement mentionné des études de conception active pour une nouvelle plateforme Boeing de taille moyenne. Quelques semaines plus tard, un langage similaire est apparu dans les appels de résultats des grandes compagnies aériennes américaines. Les dirigeants de Delta et United ont tous deux laissé entendre qu'il y avait des discussions en cours avec Boeing concernant une nouvelle catégorie d'avions. Cela seul était inhabituel.
Les dirigeants des compagnies aériennes ne mentionnent pas de nouveaux avions à la légère, surtout quand il n'y a rien sur papier. Le choix des mots était délibéré. Boeing a répondu non pas par un démenti, mais par une confirmation. Ils n'ont pas annoncé de lancement. Il n'y avait pas de rendu flashy ou de présentation aux investisseurs, mais l'entreprise a discrètement reconnu qu'un effort de conception à partir de zéro est en cours et que le nom 797 est à nouveau utilisé en interne. Qu'est-ce qui a changé? Des sources proches du programme indiquent un changement de direction au sein de Boeing Commercial Airplane. Après des années d'innovation stagnante et de frustration du public, les partisans internes d'un nouveau jet de taille moyenne ont enfin gagné du terrain. Un initié aurait qualifié l'effort de réinitialisation visant à restaurer la crédibilité technique de Boeing et à combler l'écart avec Airbus. Plusieurs rapports suggèrent un objectif provisoire de gel de conception d'ici fin 2025 ou début 2026, ce qui signifie que si tout reste sur la bonne voie, nous pourrions voir une annonce de lancement d'ici l'année prochaine. C'est encore un grand si. Les répercussions du MAX ont laissé Boeing sous une intense surveillance réglementaire. Chaque nouveau design doit répondre à des exigences de sécurité plus strictes. En interne, il y a des hésitations concernant le coût, et à l'externe, les investisseurs restent prudents après avoir observé des années de cibles manquées avec les programmes 777X et 787. Mais contrairement aux années précédentes, Boeing ne fuit plus les questions. Les ingénieurs sont de retour sur le projet. Des conversations avec les compagnies aériennes ont lieu. Des réunions avec les fournisseurs sont en cours de planification. Pour l'instant, ce n'est pas du marketing, c'est du mouvement. Le nom 797, autrefois symbole d'indécision d'entreprise, est de retour en jeu. Et cette fois, il y a plus que de l'espoir derrière. L'avion n'est pas lancé, mais il n'est plus imaginaire. Alors, qu'est-ce que le Boeing 797 est censé être exactement? Pas un autre monocouloir, pas un gros porteur au sens traditionnel. C'est la première tentative de Boeing de construire quelque chose véritablement intermédiaire. Un avion à double couloir qui fonctionne avec l'économie d'un avion à couloir unique, mais offre plus de flexibilité, de vitesse et de confort sur les routes moyen courrier. La configuration attendue, 2 couloirs, avec une disposition de sièges 2000, 3000, 2. C'est 7 sièges de front, pas 9 comme le 787 ou 10 comme le 777. Cela raccourcit les temps d'embarquement, améliore l'efficacité des rotations et offre toujours une cabine plus spacieuse que n'importe quel monocouloir sur le marché. La capacité de passagers cible se situe entre 220 et 270, selon la longueur finale du fuselage et la configuration de la cabine. Cela le place bien au-dessus du 737 MAX et juste en dessous de la plupart des variantes du 787. C'est exactement la place que les compagnies aériennes essaient de combler depuis le retrait du 757. En ce qui concerne l'autonomie, Boeing viserait entre 4500 et 5000 miles nautiques. C'est suffisant pour dépasser l'A321 XLR, dont l'autonomie annoncée atteint un maximum d'environ 4700 miles, mais avec des compromis sérieux sur l'espace cargo et les performances de montée. Le 787, en revanche, devrait transporter plus de charges utiles avec des vitesses de croisière plus rapides, sans sacrifier la capacité de soude. Cela le rend plus attractif pour les routes transatlantiques à fort rendement ou de la côte ouest des États-Unis vers l'Europe de l'Ouest, tout en conservant une utilité domestique. Structurellement, le jet sera probablement fortement composite, empruntant au design en fibre de carbone du 787. Cela réduit le poids et la corrosion, mais augmente la complexité de fabrication, ce que Boeing devra équilibrer soigneusement après ses problèmes de production passés. Côté moteur, il n'y a pas encore de fournisseur confirmé. General Electric a une histoire avec Boeing, mais ses moteurs GE9X et GNX sont trop grands pour un avion de marché intermédiaire. Le concept de ventilateur ouvert CFM Rise est encore à des années de la certification. Rolls-Royce est une option, mais les tensions passées rendent ce partenariat improbable. Une possibilité, une nouvelle classe de moteurs spécialement conçue pour le 797, peut-être de RTX ou d'une co-entreprise. Mais lancer une nouvelle cellule et un nouveau moteur en même temps comporte des risques. Cela a fonctionné pour le 787 à peine. Cela a échoué pour l'A380. En ce qui concerne la cabine, Boeing pourrait enfin donner la priorité au confort des passagers à nouveau. Des sièges plus larges, des plafonds plus hauts et de meilleurs systèmes d'humidité, toutes des leçons tirées du 787, pourraient être réduits à un fuselage plus compact. Tout dépend des spécifications finales, mais si Boeing réussit, le 797 pourrait enfin devenir ce que le marché demande, un remplaçant du 757 conçu pour cette époque.
United, Delta et American exploitent chacune de grandes flottes de 757 et 767, dont beaucoup approchent les 25 à 30 ans. Ces avions remplissent encore des rôles essentiels: vols transcontinentaux, routes internationales secondaires et liaisons domestiques à haute fréquence où le 737 est trop petit et le 787 est trop grand. Les remplacer n'a pas été facile. Boeing n'a pas proposé d'alternative entièrement nouvelle, donc de nombreuses compagnies se sont tournées vers Airbus. L'A321 XLR est maintenant l'option privilégiée pour combler le vide. Il est efficace, a une longue portée et s'intègre dans les flottes existantes de la famille A320, mais il n'est pas sans problème. L'autonomie étendue de l'A321 XLR se fait au détriment de l'espace de chargement sous le plancher, ce qui limite son utilité pour les routes avec une forte demande de bagages ou de fret en soute. La configuration à couloir unique ralentit également l'embarquement et le débarquement, surtout sur les vols de plus de 6 heures. Le confort de la cabine, bien que convenable pour la plupart des courts courriers, peut sembler exigu sur les segments transatlantiques. C'est là que le design à double couloir du 797 devient un véritable avantage. Avec une configuration 2000-3002, les passagers ont un accès plus rapide au couloir, un embarquement plus fluide et moins d'encombrement dans la cabine. Les temps de rotation s'améliorent, ce qui est crucial pour les horaires serrés. Et d'un point de vue de marque, les avions à double couloir signalent encore un service premium à de nombreux clients, même sur les routes de moyenne distance. Ce ne sont pas seulement les transporteurs traditionnels qui surveillent cet espace. Les opérateurs long courrier à bas coût comme JetBlue, North Atlantic et même Scoot suivent de près le 797. Ces compagnies fonctionnent avec des marges faibles et ont besoin d'un avion capable de traverser l'Atlantique sans consommer le carburant d'un gros porteur ou nécessiter des configurations de sièges à haute densité pour être rentable. Si Boeing peut offrir le bon équilibre entre portée, efficacité et économie, le marché potentiel est énorme. Les estimations suggèrent une demande de plus de 4000 avions dans cette catégorie au cours des 2 prochaines décennies. Cela inclut le remplacement et la croissance de la flotte, et contrairement au 737 MAX ou au 767X, ce segment n'est pas encore saturé. Il y a encore de la place pour établir une nouvelle norme. Bien sûr, le prix sera important. Si le 797 coûte trop près d'un 787, les compagnies aériennes opteront simplement pour un modèle plus grand. Si c'est trop dépouillé, il n'offrira pas assez de valeur par rapport aux monocouloirs existants. Boeing doit trouver le juste équilibre, offrir des performances sans augmenter les coûts d'acquisition. Mais s'ils y parviennent, le 797 n'est pas juste un avion. Ça, darin sind der Brands. Et les compagnies aériennes sont légèrement curieuses à ce sujet. C'est un qu'elles attendent. Construire un tout nouvel avion est évidemment un défi d'ingénierie. Cela va sans dire. Cependant, c'est aussi un énorme pari financier. Pour Boeing, ce pari financier est énorme. On estime que le développement du 797 coûtera entre 10 et 15 milliards de dollars. Pas de livraison, pas de certification, juste le coût pour concevoir, construire et tester un avion à partir de zéro. En théorie, Boeing peut se le permettre. En pratique, le bilan dit le contraire. L'entreprise se remet encore de la crise du 737 MAX qui a effacé plus de 20 milliards de dollars en pertes directes. Ajoutez les retards de livraison interminables du 787, le programme 777X au point mort et la dette croissante due à des années de gestion de crise, et soudain, lancer un nouvel avion semble être une initiative agressive que les investisseurs pourraient ne pas vouloir voir. Et les investisseurs y prêtent attention. Au cours des dernières années, les dirigeants de Boeing ont fait une promesse plus forte que toutes les autres. Pas de grosses dépenses tant que l'entreprise n'est pas financièrement stable. Flux de trésorerie disponible d'abord, tout le reste ensuite. C'est la ligne directrice. Lancer le 797 irait complètement à l'encontre de cette ligne directrice. Mais voici le problème. Ne pas le lancer pourrait être encore plus risqué. Chaque trimestre, Airbus prend de l'avance dans les segments des monocouloirs et du marché intermédiaire. L'A321 XLR est épuisé pour des années. Le supposé A322 pourrait frapper là où Boeing est le plus faible. Sans un concurrent entièrement nouveau, Boeing risque de perdre non seulement des ventes, mais aussi la fidélité à long terme. Ne rien faire pourrait coûter plus cher que de tout miser. Pour gérer le risque, Boeing pourrait s'appuyer sur un modèle de partage des risques similaire à celui utilisé pour le 787. Cela signifie que des fournisseurs comme Spirit AeroSystems, GE ou RTX investiraient dans le programme et partageraient les bénéfices. Boeing obtient l'avion sans payer la totalité de la facture, mais il perd le contrôle sur les délais et la production. Il y a aussi l'aspect gouvernemental. Si Boeing peut présenter le 797 comme un atout national, quelque chose qui crée des emplois, relance l'ingénierie américaine et restaure la compétitivité mondiale, un soutien étatique ou fédéral n'est pas exclu.
Des incitations fiscales, des subventions ou des fonds de développement liés à la défense pourraient tous aider à alléger la pression financière. Et puis, il y a l'élément imprévisible, le client de lancement. Si Boeing peut sécuriser une grosse commande anticipée, peut-être de Delta, United ou l'un des géants de la location, cela pourrait changer complètement la conversation. Un véritable acheteur exerce une véritable pression pour avancer. Le 787 n'est pas bon marché et Boeing n'est pas rempli de liquidités. Mais s'ils attendent trop longtemps, Airbus possédera définitivement ce segment. Ils ne peuvent pas se le permettre non plus. Tandis que Boeing débat du lancement du 797, Airbus est déjà en train de prendre de l'avance. L'A321 XLR est prévu pour entrer en service d'ici la fin de l'année 2025 et il n'arrive pas avec une poignée de commandes. Il en a déjà des centaines réservées par des compagnies aériennes du monde entier. Le carnet de commandes est énorme. La chaîne de production est pleine et les clients font la queue pour en avoir plus. C'est la concurrence de Boeing et ce n'est pas hypothétique. C'est réel, certifié et presque opérationnel. L'A321 XLR est le monocouloir long courrier d'Airbus conçu pour les vols transatlantiques, les routes régionales à haute densité et les marchés longs et fins sous-desservis. Il offre juste assez d'autonomie, environ 4700 miles nautiques, pour pénétrer profondément dans l'ancien territoire du Boeing 757. Il consomme également moins de carburant et s'intègre facilement dans les flottes existantes d'A320. Boeing dominait autrefois cet espace. Maintenant, c'est Airbus qui écrit les règles et il pourrait ne pas s'arrêter là. Depuis des mois, des rumeurs circulent sur un potentiel A322A, une version plus grande et à plus grande capacité de l'A321. Rien n'est confirmé, mais la logique est simple. Allonger le fuselage, améliorer l'aile, peut-être ajouter un peu plus d'autonomie et vous avez un avion qui met encore plus de pression sur Boeing dans le haut du marché intermédiaire. Si Airbus lance l'A322 avant que Boeing ne passe au 797, ce serait un coup brutal car en ce moment, Airbus gagne déjà la course des monocouloirs. La famille A320neo s'est vendue plus que le 737 MAX depuis des années. Les compagnies aériennes le préfèrent pour son efficacité, son confort et sa capacité de fret. La similarité du cockpit lui confère un avantage en termes de coût. Et la plupart des grandes compagnies, surtout en Europe, et l'Asie a construit ses réseaux de courte et moyenne distance autour de lui. Boeing essaie de rattraper son retard. Airbus essaie de verrouiller cet avantage de façon permanente. Donc, même si le 787 est annoncé demain, Boeing devra encore faire face à une montée difficile. L'A321 XLR vole déjà. Les compagnies aériennes ont pris leur décision de flotte. Les modèles de formation, d'infrastructure et de planification sont déjà construits autour du métal d'Airbus, et cela compte. Les ventes d'avions ne concernent pas seulement les spécifications, elles concernent les écosystèmes. Une fois qu'un transporteur est bien implanté dans le territoire d'Airbus, revenir en arrière n'est pas simple. C'est coûteux, cela prend des années. Et à moins que le 797 ne soit une amélioration claire et décisive, la plupart des compagnies aériennes ne s'en soucieront pas. Donc, Boeing ne se contente pas de construire un avion, ils s'efforcent d'interrompre l'élan. S'ils ne le font pas, Airbus pourrait non seulement gagner le marché intermédiaire, mais le posséder entièrement pendant des décennies. Si vous n'avez pas le bon moteur, vous n'aurez pas un bon avion. Ironiquement, ce n'est pas de la science des fusées. Et pour le Boeing 797, la situation des moteurs est encore très ouverte et plus compliquée que la plupart des gens ne le réalisent. Commençons par ce qui ne fonctionnera pas. Le GE90 et le GNX sont tous deux trop grands. Ils sont conçus pour des gros porteurs comme le 777 et le 787. Physiquement et économiquement, ils ne conviennent pas à un avion de milieu de marché. Cela élimine les moteurs les plus matures et à long rayon d'action. Alors, qu'en est-il des technologies de nouvelle génération? Un candidat possible est le programme CFM RISE. C'est une co-entreprise entre GE et Safran axée sur des moteurs assoufflantes non carénés ultra efficaces. Les gains d'efficacité semblent prometteurs. Les objectifs d'émission correspondent à la direction que Boeing souhaite prendre. Sur le papier, c'est le moteur que vous voudriez pour la prochaine génération d'avions. Il y a juste un problème, il n'est pas prêt. La plateforme RISE ne devrait pas être certifiée avant le début des années 2030 au mieux. Boeing ne peut pas construire le 797 autour d'un moteur qui n'existe pas encore. Ensuite, il y a Rolls-Royce. Techniquement, ils pourraient construire quelque chose dans la bonne catégorie. Ils ont l'expérience du Trent. Ils ont déjà travaillé sur des concepts de moteurs de taille moyenne. Mais leur relation avec Boeing a été difficile, surtout après des retards et des problèmes de performance sur des programmes passés. La confiance est faible. Une nouvelle collaboration serait difficile à vendre. Il reste donc deux options réelles. Donner le feu vert à une nouvelle classe de moteur ou modifier la technologie LEAP existante de CFM.
Modifier un moteur existant est moins coûteux, plus rapide et plus sûr, mais cela comporte des limites de performance. Un LEAP agrandi pourrait ne pas offrir l'autonomie, la vitesse ou la charge utile que les compagnies aériennes attendent d'un remplaçant du 757. Construire un nouveau moteur à partir de zéro donne à Boeing tout ce qu'il souhaite si cela fonctionne, mais c'est coûteux. Cela ajoute de la complexité, et si le programme moteur prend du retard, il entraîne l'avion avec lui. C'est exactement ce qui s'est passé avec le 787 Dreamliner. Boeing doit choisir rapidement car sans centrale électrique, le 797 n'est que du papier. Disons que Boeing annonce le 787 cette année 2025. Cela ne signifie pas que vous le verrez transporter des passagers de sitôt. Réaliste, la mise en service la plus tôt serait en 2030. C'est un calendrier de développement de 5 ans, et même cela est optimiste. Après tout ce qui s'est passé au cours de la dernière décennie, Boeing ne bénéficie plus du bénéfice du doute. La Federal Aviation Administration a changé les règles après la crise du 737 MAX. La certification est désormais un processus beaucoup plus long et plus intrusif. Chaque système a besoin d'une validation redondante. Chaque document nécessite plus de contrôle. Les régulateurs posent des questions plus difficiles et ne sont pas pressés d'approuver un nouvel avion Boeing à moins que chaque case ne soit cochée. Et Boeing le sait. La crédibilité de l'entreprise est encore en train de se rétablir. Le 767X a été retardé pendant des années. Le 787 a fait face à plusieurs événements d'immobilisation. Et le scandale du MAX est encore frais dans l'esprit des régulateurs, des passagers et des investisseurs. Cela place le 797 dans une position difficile. Même si la conception est solide et que la demande est présente, les lenteurs réglementaires pourraient allonger les délais et augmenter les coûts. Ce n'est pas de la spéculation, c'est la réalité des 3 derniers grands programmes de Boeing. Il y a un raccourci possible, une version militaire ou cargo. Boeing a évoqué l'idée de lancer le 797 d'abord dans une variante non passager. Une version cargo aurait moins d'exigences en matière de sécurité cabine. Un dérivé militaire lié à un programme gouvernemental pourrait permettre un financement plus précoce, des tests plus rapides et un développement parallèle qui évite certains des processus plus lents de la FAA. Mais cela ne résout pas le problème principal. Pour les compagnies aériennes, le timing est crucial. De nombreuses compagnies doivent commencer à remplacer leurs 757, 767 maintenant, pas dans 5 ou 6 ans. Airbus a déjà un produit qui vole. Boeing n'a même pas de prototype. Il y a aussi le risque d'un autre scénario 777X, un programme prolongé avec des ajustements sans fin, des coûts croissants et aucune date de livraison claire. Si Boeing est sérieux au sujet du 797, ils devront finaliser rapidement le design, rationaliser la planification de la certification dès le début et éviter à tout prix l'élargissement du périmètre car, à ce stade, les retards ne sont pas seulement gênants, ils sont attendus et c'est un problème. Le 797 n'est pas une idée nouvelle. Cela fait presque une décennie qu'il est évoqué, suggéré et étudié discrètement. Chaque fois, Boeing laissait des indices, suscitait l'engouement, puis rien. Le concept original du nouvel avion de taille moyenne a commencé vers 2015. Il a traversé des présentations internes, des premiers rendus et même quelques contacts avec des fournisseurs. Puis est venue la crise du 797 MAX et tout le programme a disparu. Depuis lors, Boeing a évoqué le nom 797 à plusieurs reprises, notamment lors de grands salons aéronautiques ou de réunions d'investisseurs, mais jusqu'à présent, aucune de ces discussions n'a abouti à un lancement concret. Alors pourquoi y croire cette fois-ci? Parce que Boeing n'a peut-être plus le choix. Le créneau du marché intermédiaire est grand ouvert. Les compagnies aériennes réclament une solution. Airbus gagne du terrain chaque trimestre et la réputation de Boeing, tant auprès des clients que des investisseurs, a subi coup après coup. En interne, la pression augmente pour montrer un leadership audacieux. Un nouvel avion pourrait faire exactement cela. Cependant, ce ne sera pas facile. Le 737 MAX 10 complique la situation. Boeing n'a pas encore terminé sa certification et une fois que ce sera fait, les compagnies aériennes devront choisir, opter pour le plus grand 737 ou attendre encore plus longtemps pour un nouvel avion avec des prix, des spécifications et des dates de livraison inconnues. Cette décision devient encore plus difficile sans lancement officiel du 797. À ce stade, le succès dépend de 2 choses, l'engagement des dirigeants et les commandes des compagnies aériennes. Si la direction de Boeing approuve l'investissement et si de grands clients comme United ou Delta s'engagent avec des contrats anticipés, le programme avance. Si l'un d'eux hésite, il est à nouveau bloqué. Vous voulez savoir si c'est réel cette fois-ci?
Regardez le prochain grand salon aéronautique, Dubaï, Farnborough ou Paris. Si Boeing se présente avec une annonce officielle, des maquettes ou des clients de lancement sur scène, le 797 se concrétise enfin. Sinon, c'est le retour au même cycle de spéculation et de retard. Et Boeing pourrait ne pas avoir beaucoup d'autres chances. Le 797 est plus qu'un nouveau produit. C'est un test pour savoir si Boeing sait encore construire quelque chose à partir de zéro. Si l'entreprise avance et exécute bien, elle rouvre une partie du marché que Boeing possédait autrefois. Cela donne aux compagnies aériennes une raison de se réengager. Cela montre qu'ils ne font pas que gérer le déclin. Mais s'ils stagnent à nouveau ou laissent des problèmes internes faire échouer le programme, il est difficile d'imaginer un nouvel avion conçu à partir de zéro après celui-ci. Les compagnies aériennes observent, mais la plupart ne se lancent pas encore. Beaucoup ont été échaudés par des retards ou des mises à jour décevantes. Certains ont déjà transféré leur flotte d'avions monocouloirs vers Airbus. Changer de direction maintenant nécessiterait plus qu'une promesse. Pendant ce temps, Airbus continue de prendre de l'avance. Leurs chiffres de livraison ne cessent de croître. Leur carnet de commandes reste plein. Boeing n'essaie pas seulement de rattraper son retard, il essaie d'empêcher que l'écart ne devienne permanent. Les 12 à 18 prochains mois détermineront comment cela se déroulera. Si Boeing obtient des clients de lancement et verrouille le design, le programme devient plus difficile à annuler. Si cela ne se concrétise pas, si c'est encore des paroles, encore des retards, la confiance chutera encore plus et il n'y a plus de place pour des études ouvertes ou des débats internes. Si le 797 ne se lance pas, Boeing ne perd pas seulement le marché intermédiaire, il risque de devenir une entreprise qui ne construit que des gros porteurs et même cet avantage se réduit. Il ne s'agit pas de rattraper Airbus. Il s'agit de prouver qu'ils ont encore leur place dans la conversation. Le 797 n'est pas garanti pour sauver Boeing, mais c'est leur dernière véritable chance de réécrire l'histoire. Le design est réalisable, le marché est là et la pression est réelle. Maintenant, nous devons juste voir si Boeing sera capable de l'exécuter ou non. Que le 797 vole ou disparaisse dépend de ce qui se passe ensuite. Vous voulez des mises à jour sur le 787, les futurs lancements et la véritable histoire derrière les gros titres? Abonnez-vous, activez la cloche et consultez notre analyse complète sur la manière dont Airbus a discrètement pris le contrôle du marché intermédiaire.